Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et merci d'être là, toujours fidèle à notre programme du Bonjour d'Algérie. Très heureuse en tout cas de vous retrouver, comme chaque semaine, comme chaque mercredi et jeudi. Nous aurons le plaisir d'avoir les deux rubriques habituelles du mercredi. La rubrique environnement avec Hamid Belkacem. Il viendra aujourd'hui avec un chercheur, professeur d'université, pour nous parler de la santé et de l'environnement. Nous continuerons sur notre lancée. Nous allons également parler aussi de start-up et surtout d'innovation avec les jeunes aujourd'hui qui nous épatent de plus en plus. Kamel Souik, dans sa rubrique Start-up, aujourd'hui recevra deux invités, des représentants aussi. Donc, ils viendront nous parler de leurs innovations, des jeunes chercheurs qui vont nous parler un petit peu de tout ce qui se fait en matière de high-tech. Nous continuerons encore une fois à parler high-tech et nouvelles technologies de l'information et de la communication avec en tout cas un très beau concours qui a été initié déjà depuis quelques temps et qui chaque année revient. Ça devient une habitude en tout cas pérenne chez Algérie Télécom. Nous aurons à cet effet le chargé de communication d'Algérie Télécom pour nous parler de ce concours, le concours national de la composition épistolaire 2019. Chaque année, il faut le savoir, c'est bien sûr en corrélation avec le ministère des Postes et Télécommunications et aussi le ministère de l'Éducation qui lance ça pour les écoliers. Et c'est en tout cas une opération qui a vu de beaux jours puisque ça s'est un petit peu réparti un peu sur tout le territoire national. Et chaque année, le 16 avril, à l'occasion de la journée du savoir, ces jeunes sont récompensés à travers les thématiques qu'aura choisies pour eux le ministère des Postes et Télécommunications. On en saura plus tout à l'heure avec le chargé de communication. Et puis on terminera l'émission avec aussi un auteur qui viendra nous parler, un auteur pas des moindres en tout cas, lui qui est passionné de Bou Saada, la ville de Bou Saada. Il viendra nous parler de cette belle ville à travers aussi les images et le documentaire de notre collègue Mina Kessar qui signe un beau documentaire thème doc spécial Bou Saada. Il sera là pour nous en parler en détail. Et puis bien entendu, on n'oublie pas le rendez-vous avec le flash d'information avec Najma Herj tout à l'heure. Et puis bien entendu, son invité, l'invité de la matinale. Aujourd'hui, elle recevra une conseillère auprès du ministère du Commerce. Sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de Mina Abed pour la météo. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Elle est là, elle est déjà prête pour nous donner les nouvelles du ciel. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Très bien. Alors il y a eu beaucoup de fluctuations cette semaine entre la météo, le temps pluvieux, le temps venteux, exactement, orageux. On va sortir tous les qualificatifs. Tout à fait. Ça va continuer encore. On vous écoute. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour et très bon réveil. Effectivement, on notera toujours de la pluie, en cette journée des pluies parfois sous forme d'averses, notamment sur les régions du centre et de l'est du pays. On notera un ciel plutôt nuageux sur la partie ouest, des vents assez forts de 40 à 50 km/h, des vents d'ouest sur l'ensemble des régions côtières. Sur la partie sud, on notera un ciel plutôt nuageux. Sur le Nord Sahara, les oasis, un ciel dégagé. Sur le Sahara central, l'extrême sud ou encore le Hogar et le Tazili. Les températures de cet après-midi, on notera sur la moitié nord 14 degrés à Alger, 13 degrés à Annaba, 12 degrés à Guelma, on notera un minimum de 6 degrés à Batna, 8 du côté de Sétif, 18 degrés à Gardaya, 20 degrés à Bachar, 25 degrés à Tindouf, Adrar, Ain Salah et enfin 28 degrés pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'Europe. Pour aujourd'hui, on notera un ciel plutôt couvert avec des averses à Paris, Bordeaux, Marseille, un ciel voilé à Prague, Berlin, Londres et Dublin, de la neige à Berne et puis côté Mercure, on notera 10 degrés à Bucarest, 14 degrés à Athènes, 2 degrés seulement à Prague, Budapest, Berne et Berlin, 9 degrés à Marseille, 8 à Rome, 4 à Paris et enfin 7 degrés à Bordeaux. Place tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous a été présentée par Mobilis. Voilà, merci beaucoup Mina. Merci à vous. À tout à l'heure, midi et 19h et puis bonne journée. Bonne journée. Voilà, on va continuer, on va tout de suite commencer notre émission. Mais avant, je vous invite à tout de suite apprécier ces rythmes, mais surtout avec bien sûr de beaux paysages d'Algérie.
Voilà, c'était une petite virée sur Alger, juste le temps que tout le monde se mette en place. Et on retrouve le flash d'information présenté ce matin par Nejma Herj. J'y arrive. Bonjour Nejma. Bonjour Amel, bonjour à tous. Dans l'actualité, l'Algérie et les États-Unis d'Amérique se sont engagés hier à Washington à renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment politique, sécuritaire, économique et culturelle. Les deux gouvernements sont convenus de poursuivre leur coopération afin de promouvoir leur intérêt commun et à la stabilité régionale et à la défaite des groupes terroristes, notamment AQMI et l'État islamique. C'est ce qui a été affirmé hier dans un communiqué publié à l'issue de la 4e session de leur dialogue stratégique tenu avant-hier à Washington sous la coprésidence du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel et du secrétaire d'État américain. Donc les deux parties ont souligné à cette occasion leur ferme soutien à un engagement accru des entreprises à un commerce libre, juste et réciproque et aussi à un partenariat économique plus étroit. Dans l'activité ministérielle, à Tizi Ouzou est prévue aujourd'hui une visite de 2 jours du ministre de l'Habitat. Et donc, Abdelwahid Tamar procédera le premier jour où il ira au théâtre régional Kateb Yassine pour la remise et la préaffectation au profit de bénéficiaires du programme de 2000 logements ADL, ainsi que des décisions d'aide à l'habitat rural. Tandis que le deuxième jour, le ministre posera la première pierre pour la réalisation de plusieurs programmes de logement dans différentes communes de la wilaya. À Betna est prévue la visite du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale en compagnie du secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens. Donc le ministre de l'Enseignement supérieur procédera à l'inauguration de 1500 places pédagogiques à l'université de Betna et de deux cités disposant de logements de fonction toujours dans la wilaya. Est prévue aujourd'hui également la signature d'un accord entre la Direction générale des forêts, le programme des Nations Unies pour le développement et le ministère des Affaires étrangères portant sur un projet de gestion intégrée du complexe des zones humides de Senhaja de Skikda à la ferme pédagogique de Zeralda. À El Oued, la présidente du Croissant Rouge algérien préside des cérémonies de remise d'aide de solidarité avec la population nomade dans les zones frontalières de la Daïra de Taleb el-Arbi. Donc, Madame Saïda Benhbiles entamera l'opération au niveau des zones de Douilet, Birdaha et Biyar Djedded dans la commune de Bengacha. Elle consacrera la seconde journée à celle de Miyah Shir, El Ghenami et Douar Elma, toujours dans la commune de Douar Elma. Dans la wilaya de Chlef, la Direction générale de la Sûreté nationale, le directeur général de la Sûreté nationale procédera à l'inauguration du siège de la Sûreté urbaine dans la commune de Boukadir et du nouveau siège d'une unité de maintien de l'ordre toujours au chef-lieu de la wilaya. Voilà ce qu'il y avait dans l'actualité. Tout de suite, l'invité de la matinale reçoit mademoiselle Abelache Souhila. Donc bonjour Souhila, vous êtes conseiller auprès du ministre du Commerce. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Et on parlera aujourd'hui du DAPS. Alors les marchandises et produits qui ont été soumis à la suspension provisoire à l'importation datant durant l'année 2018 sont désormais libres à l'importation moyennant le paiement d'un DAPS. Donc le DAPS qui est le droit additionnel provisoire de sauvegarde. Donc, qu'est-ce qui va changer désormais, Souhila?
Bonjour Nejla, bonjour à tous, merci pour cette invitation. Au fait, la publication récente des droits de douane additionnels sur le dernier décret du 26 janvier porte effectivement les taux appliqués sur les produits qui ont été déjà dans la liste des restrictions. Donc ça fait quand même presque une année de restrictions d'importation sur certains sous positions tarifaires. On va juste éclaircir la chose par rapport à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices qu'il ne s'agit pas de 1000 et quelques produits, mais il s'agit 1000 et quelques sous-positions tarifaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour un seul produit, on peut trouver 2, 3, peut-être plus, 2 codes lignes douanières. C'est la nomenclature douanière qui décline le produit. Il y a des taux différents selon la demande de protection. Donc il y a des demandes de protection émanant de nos producteurs algériens sur certains produits sur lesquels il y a déjà une forte production. On va citer par exemple le ciment. C'est le seul qui a été taxé à 200%. Pour être clair sur les taux, donc le ciment, parce qu'actuellement l'Algérie a enregistré un surplus de production. Ils nous sont passés d'un pays importateur vers un pays exportateur de ce produit. On parlera du taux tout à l'heure, mais pour le moment, on va rester dans la liste des produits, des 1100 produits. Donc, est-ce que ces produits-là sont tous produits en Algérie, sont tous fabriqués en Algérie? Au fait, l'ensemble des produits, c'est des produits sur lesquels il y a une protection. Ça veut dire qu'il y a déjà des demandes de producteurs pour se protéger de tout ce qui est importation. Maintenant, pourquoi il y a eu cette déclinaison? Parce qu'il y a un tarif douanier à respecter. Et pourquoi les taux sont variés? Parce que le taux de production sur le territoire national pour subvenir aux besoins diffère d'un produit à un autre. Là, il y a où vraiment les producteurs peuvent arriver à une couverture, par exemple, de 60%, donc il nous reste 40% à importer. Il y a où des producteurs peuvent arriver à, va dire, à 100%, tel que le ciment, par exemple. D'accord. Et quel est l'objectif de l'instauration de cet instrument tarifaire, celui-là? Alors, l'instauration de cet instrument tarifaire, d'une part, c'est pour protéger le producteur algérien, parce que tout ce qui est importation a quand même, on a vu, suite aux études qu'on avait fait et l'examen et le diagnostic de toutes les demandes émanant de nos producteurs, les requêtes, il y a beaucoup de produits qui sont frappés par l'importation, donc ils n'arrivent pas à avoir leur place sur le marché. Il y a des producteurs qui ont quand même des installations pour produire, à vrai dire, à 60% de leur chaîne de production, mais ils fonctionnaient auparavant, avant ces mesures de sauvegarde, ils fonctionnaient à 20%, à 15%, à 30% de leur capacité. Donc ces moyens, ce dispositif va permettre de protéger le producteur, aussi de mettre certains freins sur l'importation. Ça veut dire que les importateurs qui ont l'habitude d'importer certains produits, si ce produit-là il est taxé, il va être sur le marché local avec un prix quand même assez élevé. Donc on va réduire un petit peu la marge des marchés qui sont maîtrisés par tout ce qui est produit importé. Voilà. Donc, si on a bien compris, donc l'objectif principal est de lutter contre la concurrence déloyale, protéger et promouvoir le produit national, voilà. C'est ça. Mais parallèlement, on aura des prix probablement très élevés des produits importés, n'est-ce pas? En fait, les prix, c'est des prix qui sont de 30 jusqu'à 200. Mais quand on dit 200, on explique bien qu'il s'agit juste des 200% appliqués sur le ciment. Parce que c'est un produit sur lequel, je redis et je souligne, sur lequel nous sommes devenus des exportateurs. Donc il y avait vraiment un surplus de production sur le territoire national pour le ciment. Et dans ce cas-là, pourquoi ne pas l'interdire carrément, interdire carrément l'importation? On a enlevé la mesure d'interdiction pour permettre à certains produits de rentrer, mais tout en ayant une trésorerie, parce que ça permet d'enrichir un petit peu la trésorerie algérienne à travers les taxes, et parce qu'au fait, quand il y avait déjà l'instauration des restrictions, c'était un dispositif provisoire. Et c'était un dispositif, mais dans l'urgence, parce qu'il y avait vraiment un dysfonctionnement de balance de paiement. Et on était obligé de l'instaurer. Suite à ça, il y a eu des études. Et je vous dis que le ministre du Commerce, M. Saïd Djellab, a instauré déjà une cellule. Il y a eu une installation d'une cellule de suivi au niveau du ministère du Commerce, qui est coprésidée par le commerce et la douane. Il y a
sur l'application du dispositif d'APS sur le marché, la Commission aura à suivre les requêtes et l'impact et tout. Donc, on aura à parler sur tout ce qui est impact de ce dispositif sur le marché, et sur le producteur et sur l'importateur dans les prochains jours à venir. Voilà. Très bien, donc il y aura une opération d'évaluation pour ensuite probablement actualiser, changer, modifier, n'est-ce pas? Elle est appelée à être actualisée, réajustée peut-être, mais selon les cas bien sûr. Donc cette commission aura à sa charge de suivre et de remettre des bilans, un diagnostic sur l'état d'avancement de tout ce qui est dispositif sur le plan réglementaire, l'impact, et aussi le suivi de tout ce qui est balance de paiement pour ces produits-là. Très bien. On reparlera aussi du taux. Donc, on disait qu'il était variable entre 30% et 200%. Donc, on a vu quand même le taux qui était assez élevé par rapport à certains produits alimentaires, notamment. Il variait entre 70 et 120%, n'est-ce pas? Comment a été fixé justement le taux? Alors, les produits alimentaires, on va dire que s'il s'agit des fruits et légumes. Et la viande aussi? La viande d'une part, mais elle n'est pas vraiment touchée parce qu'il faut décliner sur quelle il y a la viande bovine qui a été exclue. Donc il faut vraiment voir les suppositions tarifaires, ça concerne exactement quoi. C'est vrai que ça a été publié, je rappelle, au journal officiel numéro 6, donc tout le monde peut consulter la liste en détail. Exactement. Donc sur le journal numéro 6, publié le 26 janvier 2019, on a la liste exacte détaillée avec tous les taux. Avec tout, ils vont trouver sur certaines suppositions tarifaires des exceptions. C'est-à-dire il y a des exceptions pour tout ce qui est producteur, des exceptions d'utilisation, tout dépend. Parce que, en fait, l'amalgame dans la gestion de ce dispositif, c'est que dans la même supposition tarifaire, on peut trouver plusieurs produits. Et c'est très, très difficile de cerner le tout. Donc, la désignation peut contenir, par exemple, un produit classique, mais aussi il y a d'autres produits qui rentrent dans la même supposition tarifaire. Donc, c'est pour ça quels sont les critères sur lesquels vous vous êtes basé pour fixer les taux? Alors, les taux ont été fixés en concertation avec tous les secteurs. Ça veut dire que chaque secteur a proposé sa liste selon ce qu'il a comme potentiel de production dans son portefeuille et le besoin qui est affiché sur le marché local. Donc tous les secteurs, l'agriculture, l'industrie et autres, ont été associés. Et sur cette base-là, il y a eu le traitement des dossiers et la fixation des taux. D'accord. Et pour ce qui est des opérations d'importation, est-ce que par rapport aux formalités et procédures, est-ce que désormais il y a quelque chose qui va changer pour les opérateurs économiques? Non, non, c'est la même procédure, c'est le même règlement. Donc tous les opérateurs économiques peuvent émarger pour la procédure d'importation. Bien sûr, chaque produit a sa réglementation. Il y a des filières et il y a des produits réglementés pour l'importation. Donc, il y a ceux qui sont soumis à des autorisations préalables, à des certificats phytosanitaires et tout. Tout ça reste toujours en vigueur, comme la loi l'a stipulé et le stipule toujours. Maintenant, ce qui va changer, c'est vraiment au niveau du dispositif douanier, c'est l'application des droits de douane. Ça veut dire que chaque importateur doit se rapprocher de cette commission qui a été installée? Donc, la commission, elle est là pour traiter des requêtes. S'il y a des requêtes, par exemple, sur un produit ou un détail qui nous a échappé pendant, par exemple, le traitement, la commission, elle est là pour faire le suivi, pour faire le diagnostic et aussi étudier l'impact de ce dispositif sur le marché local, sur le producteur, sur les importateurs aussi. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit qu'en fonction de l'évolution, il y aura modification et actualisation. Est-ce que c'est par rapport à la couverture du produit national sur le marché, par rapport aux parts de marché que ça va changer? Qu'est-ce qui va permettre cette actualisation? En fait, l'actualisation, si on aura des choses à faire réajuster ou actualiser, ça va être vraiment par rapport au profil des producteurs, parce que les inputs, il y a des produits qui sont destinés à la transformation, il y a des produits qui sont considérés comme des matières premières pour certains producteurs. Dans le cas où il y a des produits de haute technicité, d'un détail technique qui n'est pas le même sur le marché, parce qu'on trouve par exemple des producteurs qui ont des produits et qui sont mis sur le marché, mais on arrive à un certain niveau de technicité. Parfois, il y a des niches de produits à utiliser dans certaines productions
qui ne sont pas disponibles chez les producteurs qui ont demandé la protection. En tout cas, au niveau du ministère du Commerce, il y a tout un fichier de tous les producteurs qui ont demandé la protection. Donc, si jamais demain on aura des requêtes, on peut vérifier au niveau des demandes de protection quel est le nombre des entreprises, quelles sont les entreprises qui peuvent assurer ça, s'ils n'assurent pas, pourquoi, et quelle est vraiment la fiche technique du produit qui manque sur le marché. Voilà. Est-ce que vous pensez que l'instauration du DAPS va permettre la réduction de la facture des importations, Souhila? Au fait, on va dire que c'est ça le but derrière, hein, sincèrement, parce que c'est des produits, c'est des produits finis qu'on peut vraiment produire et qu'on produit réellement actuellement ici. On va juste augmenter la capacité de production. Donc, du coup, si l'importateur va faire des importations pour des produits super luxe pour les gens qui peuvent se permettre, d'accord, mais pour la moyenne gamme, il y a toute la production algérienne qui peut subvenir. D'ailleurs, on va juste rappeler que ce dispositif, le dispositif de restriction a duré quand même une année et on n'a pas ressenti qu'il y a un manque sur le marché. Donc toutes les grandes surfaces ont pu quand même subvenir aux besoins des consommateurs algériens. Quand on va aux grandes surfaces, on trouve tout ce qu'il faut et on n'a pas ressenti un dysfonctionnement dans la consommation ou un manque quelque part. Donc il faut dire aux consommateurs que faites confiance aux produits algériens. Nous avons un produit de bonne qualité et un produit qui répond aux normes, un produit qui est certifié, un produit qui est contrôlé aussi. Donc pour tout ce qui est importation, maintenant s'il y a des produits de super luxe pour une certaine gamme ou pour d'autres fins de production très pointueuses. Après, c'est au client de choisir. C'est vraiment au client de choisir. Et le frein qui va se mettre sur l'importation, c'est pour permettre à nos producteurs de produire et d'avoir leur place sur le marché. Un producteur, quand il va produire, ça veut dire qu'il y a de la richesse dans le pays. Un producteur, quand il va produire, ça veut dire qu'il y a de l'emploi. Tout à fait. Et si on va tuer ces producteurs, on va devenir des consommateurs. Un importateur ne peut pas avoir tant d'employés. Un importateur peut avoir un bureau, quelques agents, et il va faire la sous-traitance pour tout ce qui est distribution et tout. Tout à fait. Donc, ça fait pas marcher ça y va, aussi, la dynamique interne. Donc, croyez à notre nationale. production. Tout à fait. On rappelle juste, Souhila, que ce DAPS, il sera versé en plus des taxes douanières. Donc, rien ne va changer. Donc, oui. Le DAPS, ce sera juste... c'est des taxes. Une taxe, on va dire, en supplémentaire. Supplémentaire. Et il faut dire que c'est un dispositif qui est appliqué partout dans le monde. Hein. Nos exportateurs, par exemple, quand on fait des exportations pour pénétrer certains marchés, il y a des pays qui instaurent des droits de douane additionnels, des taxes supplémentaires. Chacun a une appellation, met une appellation pour sa taxe, mais c'est des moyens de protection. Donc, ce n'est pas nouveau. On ne sommes pas un pays qui sort de l'ordinaire et qui a créé une pratique. Au contraire, nous sommes là pour protéger notre consommateur, protéger notre producteur et protéger la richesse nationale, bien sûr. Tout à fait. On va parler aussi des exportations. Donc, le ministre du Commerce qui a dit que l'année 2018 sera l'année des exportations. Est-ce qu'on pourrait déjà établir un bilan déjà de toutes les opérations qui ont été menées, que ce soit en Afrique ou vers d'autres continents, vers d'autres pays? Alors, l'année 2019, c'est l'année de l'export, effectivement. Donc, on travaille sur cette stratégie, cette nouvelle dynamique, cette nouvelle démarche. Donc, si on va revenir au bilan, ce qu'on avait réalisé comme opération dernièrement, depuis Washington, la Belgique, le Qatar, le Nouakchott, la Mauritanie, Nouakchott, c'est la Mauritanie, Dakar, les et le Gabon, aussi. oui, Washington, donc les États-Unis. Le bilan a affiché quand même 60 signatures, ça veut dire 60 contrats signés entre les opérateurs algériens et les opérateurs étrangers pour éventuellement avoir nos produits sur les marchés extérieurs. C'est des exportations qui vont voir le jour au fur et à mesure. D'ailleurs, on peut déjà dresser le bilan par rapport à Nouakchott, à titre d'exemple. Nouakchott, nous sommes à la 3e expédition depuis notre dernière exposition. L'exposition a été tenue au mois d'octobre. Tout à fait. Depuis octobre à ce jour, donc on a fait 3 expéditions. La première, c'était dans le cadre de la manifestation. C'était une opération très importante, donc 47 camions quand même. La deuxième opération, c'est 24 camions qui a été aussi lancée par le ministre du Commerce. La dernière, ce dimanche dernier, donc le 28 janvier, on a eu une expédition
expédition aussi de 16 camions de 370 tonnes vers la Mauritanie. Ça veut dire que, on va dire qu'un marché pénétré suite à une manifestation, il y a un dispositif de suivi qui est installé derrière, il y a des exportations qui se déroulent au fur et à mesure. Donc le poste frontalier ouvert le mois d'août entre l'Algérie et la Mauritanie commence à être opérationnel et on commence à amortir cet investissement exactement, et ça permet de créer une dynamique dans notamment dans les zones frontalières. Voilà, les zones frontalières, c'est ça l'objectif d'ailleurs, pour désenclaver un petit peu les villes frontalières. Et si on va revenir sur l'année de l'export, donc l'année de l'export affichée par M. le ministre du Commerce Saïd Jleb, donc nous sommes sur un plan d'action actuellement. D'ailleurs, on prépare le départ vers Berlin. C'est un salon de fruits et légumes. Donc nous avons avec nous 20 opérateurs. M. Saïd Jleb va conduire la délégation algérienne. Donc 20 opérateurs qui vont se rendre sur le salon pour exposer l'art culinaire algérien, le produit. Il y a toute une image d'un pays à véhiculer derrière une participation. Il ne s'agit pas d'être présent dans une foire, sachant que le Fruit Logistica, le salon de Berlin, c'est une plaque tournante pour nos produits en Europe. On a l'impression que les produits agricoles sont les plus demandés, qui ont le plus de succès dans les pays étrangers. L'Europe, c'est un pays quand même des taux de froid quand même qu'on ne peut pas cacher. Ils n'ont pas ce qu'on a. Nous sommes un pays de soleil. On a un produit de qualité, bio. On a un produit qui a un goût. Hein. Oui. Même si esthétiquement parlant, peut-être qu'on est en train de faire des efforts sur tout ce qui est packaging et tout, mais on a un produit qui a un goût exceptionnel. Donc la part du marché pour les Algériens, pour le producteur des fruits et légumes, elle est importante. Et avec l'accord d'association, on doit quand même trouver notre place, parce que l'accord d'association marche pour l'importation. Il faut quand même le booster pour qu'on ait notre présence sur le plan exportation. Tout à fait. Est-ce que les besoins du marché africain sont identiques au marché américain, européen ou autre? En fait, chaque marché a sa spécificité. Et est-ce que vous faites des études de marché avant de vous lancer dans des opérations d'exportation? Bien sûr, c'est clair. En fait, la nouvelle approche dans l'année de l'export lancée par le ministre du Commerce, la nouvelle approche, c'est de faire une étude préalable. Donc, il y a une fiche pays, il y a des analyses qui se font. On travaille en étroite collaboration avec nos sections diplomatiques aussi, pour récupérer certaines informations. Et suite à ça, on fait la sélection des opérateurs qui vont aller à cette manifestation. Il ne s'agit pas d'être présent pour être présent, mais les personnes ou les opérateurs sélectionnés, c'est des opérateurs qui ont quand même une chance d'avoir des contrats sur place, ou avoir quand même au moins minimum un transfert de technologie, parce que quand on va dans des salons pareils, on trouve la dernière innovation. On parle d'innovation, donc il faut qu'on travaille sur ce sujet aussi. Il faut qu'on se mette au diapason de ce qui se passe sur la scène internationale. Parce qu'être dans la sphère internationale, il faut être au niveau de tout ce qui est certification, normes, innovation et autres. Il faut répondre à ces critères. Peut-être aussi c'est ce qui va séduire les investisseurs étrangers à venir investir en Algérie. Ce sera vécu comme une opération de charme, on va dire. Tout à fait. Quand on parle exportation, on parle aussi investissement destiné à l'export. D'ailleurs, c'est la démarche qu'on est en train de faire au niveau du ministère du Commerce. Donc, on travaille sur les exportations, on travaille notamment sur tout ce qui est investissement destiné à l'exportation, parce qu'il ne s'agit pas d'investir pour investir. Il faut savoir, quand on investit pour quel marché. Si c'est pour le marché algérien, il y a des pratiques. Si c'est pour un autre marché, il y a d'autres pratiques. Donc, il faut qu'on est arrivé à parler de ça. Auparavant, on ne parlait pas d'investissement destiné à l'export. On parlait d'investissement pour le marché local, pour juste avoir le marché local. Il faut dire que pour les opérateurs algériens, ils sont dans une zone stratégique. Donc, être un opérateur implanté en Algérie, vous avez beaucoup d'avantages. D'ailleurs, il y a des avantages octroyés pour tout ce qui est investissement algérien, et aussi à travers l'implantation des investisseurs mixtes Algéro-X en Algérie, ça permet de pénétrer les marchés africains. Le marché africain, avec tout ce qui marche actuellement, toutes les démarches qui sont en train d'être instaurées, telles que par exemple la zone de libre-échange africaine, ça permet aux opérateurs algériens d'être les premiers sur les marchés.
Tout à fait. Alors, Souhila, une dernière question. La facture des importations s'élevait à plus de 38 milliards de dollars durant les 10 premiers mois de l'année 2018. Quels seront les objectifs par rapport à la diminution de ce taux pour l'année 2019? Si on peut arriver à avoir une production de qualité, de quantité, l'importation va être redressée au fur et à mesure. Parce qu'auparavant, sur certains postes, on était importateur 100% et c'est des postes lourds. Maintenant, on travaille sur tout ce qui est fruits et légumes, sur l'industrie, tout ce qui est produits manufacturés. On ne peut pas dire qu'on va être des champions sur tous les postes, c'est pas possible. Mais avoir quand même un vivier important sur lequel on peut se positionner à l'international, on va équilibrer la balance à travers le rapatriement de certaines devises dans le cadre des exportations. Et donc le retour de toutes ces opérations se verra probablement à moyen terme? Oui, en tout cas, chaque 6 mois, on fait des bilans et on peut afficher, on peut vous faire parvenir tout ce qui est information par rapport à ça. Merci Souhila. Merci à vous, cas, on reste très confiant tant qu'il y a des compétences féminines derrière. Merci. Voilà, merci Souhila d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Je rappelle que vous êtes conseiller auprès du ministre du Commerce. Voilà, Amel, c'était l'invité de la matinale. Je vous souhaite bon week-end. Je vous retrouve dimanche prochain. C'est à vous. Merci beaucoup Nejma et merci aussi à votre invité. Et puis j'espère qu'on en aura d'autres, des compétences féminines. On aime bien ça, n'est-ce pas Nejma? Eh bien, on va continuer à vous faire visiter, en tout cas, et vous faire découvrir l'Algérie sous toutes ses facettes, à travers en tout cas ce reportage signé Amel Issiridir qui nous fait une petite virée, le raid touristique à Timimoun. On se retrouve juste après. Amateurs de sport mécanique de différentes nationalités participent au raid touristique organisé à Timimoun, un circuit qui leur permet de faire des haltes dans plusieurs villes du désert algérien. Quand on arrive ici, on a un regard vers la Palmeraie, les dunes derrière, c'est vraiment très très beau. C'est très impressionnant. Nous, Européens, on connaît d'autres déserts, mais en arrivant ici, c'est vraiment particulier. On est étonné par la beauté des paysages. Et ensuite par l'accueil des gens que l'on a rencontrés. Cette région-là est très belle parce qu'il y a énormément de variétés de sable, de dunes, de pistes. C'est vraiment un très très beau pays, très contrasté. Ça me plaît beaucoup. Quand il ne fait pas trop chaud maintenant, c'est très joli, très grand, immense. Les dimensions ici, c'est... Pour nous en Suisse, qui est très petit, c'est inimaginable comment c'est grand ici. Alors. Il ne s'agit pas d'une course chronométrique. Le plus important, c'est de faire découvrir aux touristes étrangers les beaux paysages du désert algérien. Notre but, c'est d'attirer de plus en plus de touristes étrangers. L'idée à travers l'organisation de ce raid touristique, c'est d'attirer les touristes, notamment étrangers. Nous avons essayé de leur faire découvrir le plus grand nombre de villes du Sahara à travers une activité sportive. Une aventure particulière qui permet d'allier sport et tourisme. Ce raid n'est pas seulement une course, mais c'est beaucoup plus l'occasion de faire découvrir la beauté des paysages du Grand Sud algérien. Retour sur le plateau du Bonjour d'Algérie et on accueille nos premiers invités. On va parler environnement. Je vous l'ai annoncé, chaque mercredi, on a le grand plaisir de recevoir Hamid Belkhassem dans sa rubrique Environnement. Bonjour Hamid. Bonjour Amel, bonjour à tous. Comment ça va? Très bien, merci. Il Très pleut, bien. donc c'est une année d'espoir. Voilà, Inch'Allah. Et vous n'êtes pas seul aujourd'hui, vous êtes avec un invité. Oui, le professeur Farid Cherbel, bonjour. Bonjour. Alors vous, Bonjour. vous travaillez sur Bienvenue. beaucoup de problématiques, vous êtes professeur. Je vous laisse le soin de vous présenter. Je suis professeur donc, des universités en génétique moléculaire et en génétique du cancer à l'Université des sciences et de la technologie Ouaribou Média. Voilà. Et vous êtes membre actif de l'AACR, c'est quoi? Oui, je suis membre de l'Association américaine pour la recherche sur le cancer. Je suis aussi membre de la Société américaine de génétique humaine en fait. C'est le parcours normal donc quand on est enseignant-chercheur dans le domaine du cancer. Et donc je dirige un groupe de recherche sur les cancers héréditaires en Algérie. Donc on travaille sur le cancer héréditaire du sein et de l'ovaire et sur les cancers aussi héréditaires colorectaux. Voilà. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser, puisqu'il y a un double salon en fait. Oui. Il y a le salon de la logistique et des transports, et il y a le salon juste à côté, le salon de la sécurité et de la prévention routière. On va s'intéresser à un aspect assez méconnu
des conséquences néfastes de la sécurité et des transports, ce sont les gaz d'échappement automobile. En général, lorsqu'on parle de prévention de sécurité routière, on parle des accidents, de l'aspect dramatique, mais jamais de cette mort à petit feu. Chaque année que Dieu fait, il y a quelque chose comme 2000 morts dues au gaz d'échappement automobile, principalement le diesel, et c'est l'une des conséquences qu'on ne voit jamais. C'est sournois, c'est aussi sournois. C'est-à-dire, c'est l'impact direct sur la santé. Hein. C'est l'impact direct de la circulation automobile. Sans accident, on peut avoir des morts. Parce que l'aspect direct, ce sont les accidents. On voit des morts, des blessés, des dégâts matériels. Là, il n'y a ni morts, ni blessés, ni dégâts matériels. Et pourtant, à terme, il y a des morts. Il n'y a qu'à voir justement les résidus qui se déposent sur les plantes, par exemple, sur les abords donc, des routes, des autoroutes, la suie noire, tout à fait, et quelquefois sur les façades, les grillages, etc. Et il y a les 1500 à 2000 morts chaque année que Dieu fait, au diesel notamment, au gaz d'échappement automobile, mais il y a aussi les insuffisances respiratoires aiguës, des dizaines de milliers, mais aussi des formes de cancer. Non, en fait, le cancer en fait le plus prévalent, donc qui est dû justement à la pollution de l'air en général, et puisque Hamid parlait des gaz d'échappement du diesel, Hamid, en fait c'est le cancer du poumon, quoi. En fait, le cancer du poumon, il faut bien le voir, hein, chez les sujets qui n'ont jamais fumé, en fait, c'est là où on s'est aperçu, et donc l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avec son agence de recherche sur le cancer international, l'ARC à Lyon. Donc deux travaux extrêmement intéressants en fait, d'ailleurs que tous les gouvernements devraient vraiment appliquer à la lettre pour combattre justement ces effets cancérigènes des gaz d'échappement du diesel et surtout de la pollution de l'air. Donc en 2012, donc l'ARC, donc l'Agence internationale de recherche sur le cancer, elle a établi définitivement, puisqu'elle va le classer en groupe 1, il n'y a pas de peut-être. Non, pas de peut-être. C'est le groupe 1. Elle a 4 groupes. Dans le groupe 1, c'est les gaz d'échappement du diesel sont cancérigènes et ça provoque le cancer du poumon. Il est énervé, notre invité, hein, justement. Vous êtes strict là-dessus. Il n'y a même pas à débattre. C'est groupe 1. Groupe 1, elle a classé en 2012 les gaz d'échappement du diesel sont cancérigènes quand on est exposé. Donc ça augmente le risque d'une manière significative du cancer du poumon. Deuxièmement, dans la pollution, donc en général, outdoor, comme on dit pollution, donc dans la pollution, donc on a les particules, le nitrogène, le dioxyde de nitrogène, etc. Les fameux anoïdes. Donc c'est là aussi, en 2013, donc l'Agence internationale de la recherche sur le cancer de l'OMS va établir définitivement que les particules donc dans l'air plus le NO2 sont définitivement cancérigènes et provoquent donc augmentent le risque du cancer du poumon chez les individus. C'est alarmant tout ça, ça fait peur. Oui, non, ça c'est, faut bien voir, comme je l'explique à Hamid en fait, l'OMS qui est la grande autorité de régulation mondiale pour la santé publique et son agence, l'ARC, donc à Lyon, eux, c'est l'agence qui conduit, qui régule les travaux sur le cancer le cancer humain. Ils ont établi donc définitivement donc pour les gaz d'échappement du diesel en 2012 et la pollution donc de l'air en 2013 et ça augmente donc d'une manière significative le risque au cancer du poumon. Et je dis bien surtout même chez les sujets puisque l'étude, alors l'étude faut bien, je t'avais expliqué, l'étude en fait elle est extrêmement intéressante comme toutes les études que fait l'OMS et l'ARC. Donc c'est 2000 études épidémiologiques qui ont été faites, alors en Europe, en Asie, en Amérique, c'est des millions de sujets. Donc l'étude épidémiologique, c'est des millions de sujets. Ensuite, ils passent à l'expérimentation animale. Donc ils vont tester aussi bien les produits des gaz d'échappement que les produits des airs polluants, les particules, sur les animaux. Ensuite, ils regardent le mécanisme génétique, etc. Et c'est établi définitivement, les deux sont au groupe 1, définitivement, le lien. Il n'y a pas de corrélation avec la population de
fumeurs ou par réduire non, les gens qui sont soumis. non, en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils vont travailler sur les non-fumeurs. Parce que les fumeurs, vous ne pouvez pas. C'est chez les non-fumeurs c'est sur les non-fumeurs. C'est en fait un échantillonnage un échantillonnage de non-fumeurs, c'est chez les non-fumeurs qui a une augmentation anormale donc du cancer de poumon. Et chez les habitants sujets de zones urbaines aussi. Voilà, oui, bien sûr, dans les zones urbaines. Oui. En fait, il y a deux grandes études dans ces 2000 études épidémiologiques. C'est 10 pays européens où ils ont analysé l'incidence donc du taux de cancer du poumon dans 10 pays européens et une grande étude aux États-Unis. Voilà. L'affaire est quand même alarmante, grave même. En plus, ils ont en fait un laboratoire expérimental donc naturel qui est la Chine, quoi. Puisque il faut expliquer un peu aux téléspectateurs pourquoi la Chine en fait. Parce que la Chine, c'est toute l'industrie a émigré vers la Chine en fait. Et donc on a une pollution extraordinaire dans la Chine. C'est un des grands pollueurs. Et donc l'ARC se sont déplacés en Chine. Donc les chercheurs de l'ARC, ils ont fait une étude en Chine justement et ils ont bien démontré les deux, aussi bien les gaz d'échappement que la pollution extraordinaire qui règne dans certaines villes où il y a une augmentation alarmante donc du cancer du poumon donc en Chine. C'est terrible, c'est vrai qu'on les voit sortir avec des masques aussi. Bien sûr. Quelquefois il y a une alerte pollution donc il faut le taux est aussi, très important. Le gouvernement chinois a participé à l'étude donc de 2013 qui a établi que la pollution donc de l'air, certains composants de la pollution de l'air sont cancérigènes et la Chine était parmi les pays donc qui avaient contribué en 2013 au niveau de l'IARC à Lyon. Les États-Unis et la Chine sont les deux plus grands pollueurs, voilà, malheureusement. C'est vrai qu'il y a ils ne font rien politiquement pour essayer de changer les choses. Il faut bien dire, c'est qu'en Europe et en Amérique, comme la délocalisation des usines fait que les usines sont parties vers les pays émergents. Ils sont en Chine, ils sont en Amérique latine, ils sont au Mexique, mais aux États-Unis, dans les pays de l'OCDE, les pays industriels, donc il n'y a plus d'industrie en fait. Toute la main-d'œuvre est moins chère et il y a le permis de polluer, j'allais dire, sans avoir à payer de taxes. Mais si l'OMS a tiré la sonnette d'alarme, qu'est-ce qui se passe dans les grandes capitales donc bien sûr, elle, c'est pas comme on dit in English, it's not mandatory, c'est pas obligé. L'IRC depuis 2012, donc elle a établi définitivement donc, pour les gaz d'échappement du diesel en 2013 pour la pollution, c'est publié, l'OMS a communiqué, les travaux sont communiqués, ces résultats sont communiqués à tous les gouvernements. Maintenant, c'est au gouvernement de gérer donc la qualité de l'air, justement combattre ce que tu disais sur le diesel. Le constat est là, que faisons-nous? Passer à l'énergie verte. Il y avait cette agence, donc Safia, à un moment donné, nous donnait le taux de pollution en Algérie. Oui, tout à fait. Bon, on n'a pas su mettre en place en fait un véritable réseau d'analyse de la qualité de l'air. Et quand on l'a mis, c'est le ministère de l'Environnement qui l'a mis en place, notamment à Alger, à Oran, à Annaba. Faute d'en maintenance, d'entretien, il s'est très vite saturé. Mais vous savez, on ne le dira jamais assez, l'environnement, c'est l'affaire de tous. Lorsqu'on met en place un réseau de surveillance de la qualité de l'air, notamment au milieu urbain, il faut toujours le connecter à ceux qui gèrent la circulation routière. Ok, vous avez du côté de la place du 1er mai un capteur qui indique un fort taux de saturation en polluant, notamment les particules fines. Qu'est-ce qu'on fait s'il n'est pas relié au système centralisé de gestion de la circulation routière et de régulation? Logiquement, lorsqu'on constate un fort niveau de pollution, on fait placer des warnings, des feux rouges, on dévie la circulation pour permettre à cet îlot de pouvoir souffler et de voir l'air se renouveler. Lorsqu'on fait, en fait, qu'est-ce qui se passait là avec Safia? On avait un capteur. Le lendemain, dans la presse, on nous disait hier à 16h, il y a eu un pic. Mais c'est du passé. Et le passé, j'allais dire, c'est du passé décomposé. Au jour d'aujourd'hui, il y a quelques petites tentatives. Il faut sensibiliser. L'entreprise EFUSA a fait un effort aussi. Elle est en train de voir... Vous savez, c'est jamais assez simple. En fait, le législateur, parfois, a bien fait les choses. Peut-être très peu d'Algériens savent que le système de lutte contre la pollution de l'air est efficace sur l'aspect strictement financier. Les opérateurs de transport peuvent avoir 10 millions de dinars, c'est-à-dire 1 milliard de centimes de bonus pour chaque autobus roulant au GNC, qui est le gaz naturel carburant, qui est 12 fois plus propre que le CRS.
est peut-être 100 fois ou plus propre que le diesel. Donc le contribuable, enfin le législateur a fait qu'il y a au jour d'aujourd'hui de l'argent qui est managé par l'APRE, qui est l'Agence pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie. Il y a 1 milliard de centimes pour chaque opérateur qui se lance dans l'acquisition de bus roulant au GNC. L'Algérie arrive quand même, c'est quand même incroyable. L'Algérie, le gaz algérien de Hassermel arrive à faire fonctionner plus d'1 million de véhicules au GNC en Italie. Oui. Et chez nous, à cause des mentalités, mais surtout, il faut le dire, il faut lutter contre, à cause des subventions. Le diesel est importé à 1 $, il revient à peu près à 100 dinars, il est cédé à peine 30, 31, 32 dinars. Et parce qu'il est bon marché, qu'est-ce qui se passe? On en abuse. Et lorsqu'on en abuse, on provoque la mort. Et ça, c'est, à un moment donné, il faut choquer, il faut dire que le diesel est mortel, professeur. On terminera sur cela, justement, le constat et surtout... Non, le constat, surtout l'urgence, en fait, à la fois pour combattre, comme le dit l'OMS, donc c'est la prévention, en fait. Et ici, la prévention, c'est évident, c'est passer aux énergies vertes, quoi, au gaz, etc. À la voiture électrique non polluante. Avec les nouvelles batteries, avec les nouvelles batteries. Nouvelle génération, passer vraiment ça. Et puis, vraiment une information très agressive vers le public, etc., pour que les gens achètent des véhicules avec des énergies vertes non polluantes. Ou alors choisir d'aller habiter en campagne. Ouais. Peut-être. Oui, les particules, elles voyagent, elles sont aéroportées. Malheureusement. Donc en fait, la prévention, c'est surtout aller vers les énergies vertes. Peut-être une pensée particulière vers les petits bambins qui ne sont pas plus hauts que 3 pommes, qui sont au niveau des pots d'échappement et qui prennent un gros paquet. Nous, il faut bien le dire, on est un pays avec 9,5 millions d'élèves et donc ils sont vraiment exposés, etc. Donc il faut vraiment voilà. En tout cas, merci d'être venu. Et merci surtout pour cette alarmante quand même information, mais qui est nécessaire c'est des pour informations sensibiliser. Que l'OMS a diffusées depuis 2012 avec l'Agence internationale de la recherche sur le cancer. Et on a les alternatives. Elle les a diffusées sur son site internet, les résultats existent, etc. Donc depuis 2012. On a du GPL à revendre, on a du GNC, on a du soleil et du solaire, pourquoi pas? Allons-y. Voilà. Merci pour toutes ces informations utiles, surtout autour donc, de l'environnement. Hamid Belkacem, à mercredi prochain. Inch'Allah. Et puis merci de nous avoir présenté un chercheur comme ça, M. Farid Cherbel, professeur à l'université et chercheur, bien sûr, spécialisé, bien sûr, dans le cancer. Voilà, bien sûr. Merci. À très bientôt. Allez, merci et bon beaucoup. Courage. Au revoir. Voilà, merci beaucoup, Hamid. Merci à vous. Voilà, on continue notre émission. On va parler tout de suite de Boussaada, mais avant, je vous invite tout de suite à suivre une partie du documentaire de Minaksar que vous aurez l'opportunité de voir en intégralité sur Canal Algérie dans quelques temps. Il s'agit donc d'un spécial Boussaada. On se retrouve juste après. Boussaada est une cité séculaire dans la pénombre de l'histoire. Dans son étude d'anthropologie sociale culturo-asienne, Youssef Nassib fait remonter sa création au Gétul, peuplade berbère de l'antique Numidie. Quant aux artistes peintres, ils ne pouvaient trouver meilleur paysage et une distribution des ombres et de la lumière pour solliciter leur inspiration et présenter d'admirables tableaux. Nous citons entre autres son enfant d'adoption, Alphonse Étienne Dinet. Ce peintre orientaliste parisien, qui a vécu longtemps à Boussaada, décide de s'y installer en 1905 et se convertit à l'islam en 1913. Il se fait appeler Nasreddin Dinet.
juste un extrait pour vous mettre en appétit et pour voyager à travers donc les images de Mina Kessar et surtout le récit aussi de notre invité, lui qui a toujours été donc un passionné de Boussaada puisqu'il est natif. Il s'agit de Monsieur Zahi Farouk. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Vous êtes auteur, vous êtes aussi un ancien cadre de la santé ici en Algérie et vous avez donc été toujours passionné par votre ville natale. Oui, effectivement. C'est ça. On vient de voir de très belles images. En fait, juste un extrait du documentaire de notre réalisatrice Mina Kessar qui nous a fait découvrir son voyage à Boussaada. Et bien sûr, elle a été épatée par justement la richesse donc de la culture et surtout l'histoire de cette ville. Effectivement, effectivement. Mais la crainte, c'est que toute accumulation de faits culturels, d'événements qui ont été faits par les anciens et les intermédiaires, les contemporains, risquent de partir. Parce que là, il ne suffit pas d'avoir un patrimoine, il faut pouvoir le conserver et le transmettre aux générations futures. C'est ça. Et c'est pour cela que, dans mes nombreux articles qui ont fait l'objet de recueils, je parle d'événements et de personnages qui étaient dans la pénombre de l'oubli, de grands personnages qui ont joué un rôle prépondérant dans la vie nationale. Et la guerre de libération nationale notamment. Et bien aussi. avant. Bien avant aussi. Même dans le mouvement national. Il y a quelqu'un qui a fait partie du bureau exécutif de l'étoile nord-africaine en 1926, du nom de Salah Chouir, surnommé Gandhi. Ce monsieur... Ah, il a fait beaucoup. Et dans la pénombre de l'oubli. Mais il a fait partie de ces grands, de ceux qui ont fait... Un des fondateurs de la ville, surtout. Oui. Il faut dépoussiérer cette mémoire pour que les jeunes s'approprient leur patrimoine et par conséquent le conservent. Boussaada, selon le reportage, c'est l'image idyllique de la petite oasis. La plus proche d'Alger, il faut dire. Décrite par Maupassant, décrite par Elisabeth Lepperart, immortalisée par Nasreddin Dine. Un des plus célèbres, celui duquel on entend le plus souvent, parce qu'il a séjourné, il a vécu là-bas. Mais il y a beaucoup d'autres peintres venus de partout. On oublie Édouard Verschaffel, qui a vécu dans la ville, qui a pris femme dans la ville, qui a eu des enfants. Mais il est un peu occulté. Qui a eu des descendants jusqu'à présent connus et célèbres, algériens d'ailleurs. Oui. Alors, il y a un Besliman qui a été un des fondateurs de l'école des beaux-arts algérienne, qui est mort prématurément en 1951. Il y a Dokman. Il y a Fatih Abisker. Il y a Lepsir, c'est un jeune qui est là, qui fait des œuvres tout à fait personnelles, ou bien tout ce foisonnement culturel, il faut le conserver. Sauf que Boussaada maintenant a subi deux chocs démographiques. Un choc pendant la guerre de libération nationale, puisque cette petite ville de 18 000 habitants et 18 000 palmiers, au lendemain de l'indépendance, s'est retrouvée avec presque le double. Et le deuxième choc, c'était le choc des années 90, où cette petite ville de 36 000 habitants dans les 68 se retrouve avec 150 000 habitants. Et ce qui est un peu dérangeant, c'est que c'est une ville à la dimension d'une grosse agglomération urbaine qui en a tous les inconvénients, la circulation, le surpeuplement, mais qui n'a pas les avantages d'une grosse grande ville, agglomération. Bien sûr, elle fait partie de la ville de Msila. Elle fait partie de la wilaya de Msila, c'est bien malheureux de le dire, mais jusqu'à 88, elle surclassait le chef-lieu de wilaya. Et quand vous voyez ce foisonnement culturel, cette ville n'a pas une maison de la culture. Heureusement que l'Institut national de technique hôtelière prête
son bel auditorium aux manifestations qui sont organisées. Alors que c'était une des premières villes à avoir son café littéraire, elle avait un café, elle avait la culture pouvait se rencontrer. Oui, même les particuliers. Les particuliers, chez eux, recevaient les hommes de lettres. D'ailleurs, Mousfa Al-Shraf, qui est un enfant adoptif de la cité, puisqu'il a fait l'école primaire, le moyen à Bou Saada, qui est revenu en qualité d'auxiliaire judiciaire. Il dit dans son livre des noms et des lieux qu'à l'instar de Gardaya et de Laghouat, Bou Saada est une ville saharienne citadine. C'est ça. Et l'avantage, tous les enseignants francophones qui sont sortis de l'école de Bouzaréa portaient la tenue traditionnelle, comme les instituteurs kabyles. Ils ne reniaient pas leur origine ou extraction. Il y a eu beaucoup d'instituteurs algériens, justement, post-indépendance, qui étaient allés enseigner à Bou Saada aussi. C'était une ville très attractive. Beaucoup aimaient aller travailler dans cette ville. Pourquoi cette ville a été... elle a été entourée d'hommes tolérants qui ont admis la différence. Pour preuve, Étienne Diné, qui était français, était assimilé à la population. C'est ça. Mais on ne lui demandait pas d'être comme eux, au moins ils n'étaient pas obligés d'être comme lui. Chacun gardait ses distances, mais la communication était là. Voilà, dans un profond respect, bien entendu. Voilà, donc... elle a eu ses propres instituteurs de la ville, mais elle a eu d'autres dont nous nous rappelons, qui sont venus de Kabylie, d'Oranie, qui ont vécu là-bas, et certains même y ont été enterrés. C'est ça. C'est une ville qui est très, très riche, c'est une ville agro-pastorale où, bien entendu, il y avait un riche aussi échange commercial entre les régions donc alentours. Sa chance. Même sa topographie actuellement, elle est dans le croisement du nord, le nord avec le sud et l'est avec l'ouest. Oui. Elle est en plein cœur de l'Algérie. Et ça fait d'elle, jusqu'à maintenant, c'est un centre commercial. C'est un centre commercial. On y vend des bêtes, on y vend aussi des pots de on bêtes, on y vend de l'agriculture. On fait tout ce qui est donc agricole. Hein. Elle était le relais entre la Kabylie et les oasis pour tout ce qui est huile, laine, je ne sais pas, et puis le sud, le sel, les dattes, il y avait beaucoup de produits de Il y avait niche. une route Tombouctou, Bou Saada. Hein. Direct. Et oui, même elle avait reçu un grand personnage, l'imam de Tombouctou dans les années 40, 50, mes souvenirs. Alors que, justement, durant la colonisation, cette ville a subi énormément parce que le colonisateur avait carrément confisqué les terres agricoles des paysans et il les avait. Donc, c'était une des plus grandes famines aussi de la région. Et le peuple avait subi cela. Ben, l'expropriation, surtout des espaces pastoraux. C'est ça. Ce qui faisait que les cheptels étaient mis à rude épreuve. Et ces gens étaient livrés à l'errance. Oui. Ils ne faisaient que suivre là où il y avait des récoltes de céréales. Et c'est le dépaysement, c'est l'expropriation dans les deux sens, culturel et... Voilà, on va voir un deuxième extrait. On a déjà votre livre, avant d'aller voir vers le deuxième extrait, on a votre livre qui est à l'antenne justement, le dernier livre, Escapade dans les terroirs. C'est un dernier livre que vous venez nous présenter. On va en parler dans un moment, mais on va voir tout de suite un extrait du documentaire de Mina Kassar. C'est l'intitulé donc Temas Doc spécial Bou Saada. On y va. Aziz des Aatcha, un village à 40 km de Biskra, a été le théâtre d'une révolte populaire conduite par Cheikh Bouziane contre l'occupation française du 17 juillet au 26 novembre 1849, où toute une population, hommes, femmes et enfants, ont péri dans cette violente attaque de l'armée française et sa lourde artillerie. La révolte des Aatcha de Cheikh Bouziane et ses compagnons est un dossier qui ne sera jamais clos tant que les crânes des résistants algériens ne seront pas récupérés et restitués. Durant la période coloniale, cette ville enregistrera le plus haut de scolarisation et de réussite scolaire. À ce titre, Bayod Atiya, doyen des enseignants Bou Saadi, a été admis sur concours
en 1865 à l'école normale de Bouzrea. Les filles de Boussaada ne sont pas en reste. On citera entre autres Hafsa Bisker Bentoumi, secrétaire générale des étudiants musulmans algériens, l'UGMA, officier de la Hélène et plus tard pharmacienne. La région de Boussaada a énormément donné pour le mouvement national et la révolution. Et c'est de cette zaouia que les armes envoyées par l'émir Abdelkader étaient distribuées aux résistants de la région. Des lettres d'amitié et de soutien échangées par l'émir Abdelkader et cheikh de la zaouia existent et prouvent le lien solide entre les deux personnalités. Voilà, un très beau documentaire qu'on vous invitera à découvrir dans les jours prochains, bien entendu, l'intégralité de ce documentaire. Mais avant, bien sûr, on reste avec notre invité et surtout parler de votre ouvrage et surtout parler aussi de ces images. Ces images, c'est un documentaire qui a pris quand même du temps à notre réalisatrice pour le finaliser. Oui, le foisonnement de faits est tel que un 26 minutes ne suffit pas. C'est plus un 52 minutes ou un long documentaire. De toute façon, la résistance de Boussaada fait partie de la résistance des Acha. Oui. On a tendance un peu à les séparer parce que les deux cités sont tombées au mois de novembre 1849. Et la fameuse prophétie de Bouziane, on lui a posé la question sur la chute des Acha. Il a dit, quand Boussaada chutera, notre sort sera inéluctable. Oui. Et ce sont les mêmes troupes, sauf que au niveau de Tolga, c'était Herbillon. Mais là, à Bourteville et Doma sont venus du nord pour réduire la résistance de Cheikh Mohammed Ben Ali Ben Chabira, qui a dû s'exiler en Tunisie après avoir été battu. Voilà, il faut vraiment aller chercher à travers les témoins, les passionnés aussi qui peuvent apporter cette information et bien entendu la bibliographie qui est assez riche au niveau donc de Boussaada aussi. Quand vous voyez ce fort du nom du sinistre Cavaignac, on l'appelle toujours Cavaignac, comme la rue d'Alger qu'on appelle toujours Cavaignac, alors que c'est quelqu'un qui a été responsable des grandes enfumades du Dahra. Mais on devrait les baptiser justement ces rues. Il faut, on a débaptisé mais dans l'usage, on parle toujours de la pharmacie Cavaignac, du commissariat Cavaignac, et là il faudrait que les jeunes sachent qui était Cavaignac. Donc, ce vestige est témoin de résistance de la cité. Mais malheureusement, il tombe en ruine aussi. Il faudrait restaurer, apporter, surtout le faire connaître pour peut-être mieux le restaurer. J'irais même, les atours touristiques de Boussaada ont toujours existé, mais ils sont en déperdition. Par exemple, quand on veut élever Boussaada au rôle de pôle touristique, elle n'a pas eu un seul hôtel neuf depuis 1962. Tout ce qu'elle a actuellement, le Transat et le Caïd, c'est des vestiges coloniaux. Ils ont été bonifiés, bien sûr. C'est clair. 3 autres sont fermés, malheureusement. Alors que c'est une région très visitée. Et là, si on a décidé que c'est un pôle touristique, on lui donne les attributs du tourisme. Elle n'a pas ces attributs, ni des attributs industriels. Les gens parlent de découpage administratif. C'est pas en fait le fait d'avoir un wali, parce qu'ils savent qu'une wilaya ramène des investissements. Et c'est pour ça que les gens, depuis 2 découpages déjà, aspirent à ce statut. Mais si on a les moyens économiques, si on a une zone industrielle, si on a un pôle universitaire de 40 000 étudiants, pourquoi pas? Pourquoi pas? L'économie marche. C'est le souhait enfin de tous les natifs de Boussaada, de la ville de Boussaada. Parce qu'on a ajouté autre chose, la construction qui est là des logements. On a créé de nouveaux ghettos urbains dans cette ville tranquille, gentille, mais le vertical a balafré ses atours touristiques. Mais ce n'est pas suffisant parce que dans ces lieux-là, il y a les déviances urbaines, il y a la drogue, les tourments de la jeunesse. Et c'est pour ça que cette image de Boussaada
Les nostalgiques veulent toujours la garder, mais elle ne résistera pas. Oui, si bien entendu, rien n'est fait, parce qu'il est urgent aujourd'hui de pouvoir s'intéresser bien sûr à ces vestiges. C'est ce que vous décrivez très bien dans votre ouvrage d'ailleurs. Oui. J'avais oublié, c'est cette cinquantaine de films qui ont été tournés là-bas. Oui. C'est qu'il y a une attraction. C'est le ciel pur, c'est la lumière. Beaucoup de réalisateurs ont fait leurs films. Et dans des réalisateurs étrangers aussi, à l'époque, étaient venus séduits. Dans le schéma national d'aménagement du territoire, en 2010, on a décrété ou on a projeté que Boussaada serait un pôle audiovisuel. Voilà. On ne voit rien venir. J'espère que ça va changer. En tout cas, grâce à vous, grâce à tous ceux qui sont là pour sauvegarder jalousement ce patrimoine culturel, patrimoine historique, qui n'est pas des moindres aussi dans la région de Boussaada, et toute la ceinture, parce que c'est une oasis qui est bien sûr une des plus proches d'Alger, mais aussi ceinturée par une chaîne de montagnes aussi, qui est une belle région. Et c'est ça qui fait le charme de Boussaada. Vous traversez les hauts plateaux, vous traversez l'Atlas terrien, et vous arrivez dans une ville en pleine montagne, enserrée entre deux montagnes avec un oued, une palmeraie. Oued Boussaada, bien sûr, qui est connu. Et c'est ça le charme. Mais ce charme, va-t-il résister au bulldozer des sablières? En tout cas, on vous réinvitera pour continuer sur notre lancée et en parler en plus, parler des détails bien sûr de votre livre. Aujourd'hui, on n'a fait que le présenter uniquement pour dire qu'il est disponible, il est chez les bons libraires. Et puis en attendant, vous serez parmi nous pour en détailler en tout cas. Merci beaucoup, Monsieur Zahi Ferro, qu'on a pu voir aussi le documentaire de Minaksar. Et on vous promet, on vous donnera la date bien sûr précise de sa diffusion sur Canal Algérie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, on continue. On va rester sur nos vestiges et surtout cette fois-ci une belle découverte, la préservation. Restez avec nous, on va découvrir cette préservation et rénovation du vieux Qsar d'Al Bayed. C'est un reportage signé Nesrine Ben Saïdi. Édifié il y a de cela 17 siècles, le vieux Qsar de Bousmroun connaît une opération de réhabilitation. Les murs sont construits exclusivement en taube, les toits en branches de palmier. Ce site historique est doté d'une madrasa, de lieu de commerce. Il est également une annexe de la Zawiya Tijaniya. Nous avons utilisé des matériaux locaux pour la réhabilitation du vieux Qsar d'Al As'adi. Ce lieu est un site historique, il renferme aussi la Zawiya Tijaniya. Nous avons essayé d'utiliser les mêmes matériaux pour ne pas dénaturer son aspect. Une enveloppe de 22 milliards de centimes est débloquée pour la restauration et la préservation de ce site, dont plusieurs ailes sont sérieusement menacées d'effondrement suite aux conditions climatiques. Le président de la République a accordé une importance particulière à cet édifice. Une enveloppe importante de 22 milliards de centimes a été allouée pour sa mise en valeur, sans compter les 2 milliards dans le cadre du plan d'urgence car il est menacé d'effondrement. Cette opération va redonner un nouveau souffle au tourisme culturel dans la région. Le vieux Qsar Al As'adi surplombe une superbe palmeraie qui constitue l'un des joyaux architecturaux ancestraux les plus visités par les touristes de passage. Il est aussi classé monument historique par l'UNESCO. Voilà, de retour sur le plateau, nous allons parler donc de start-up avec notre invité et surtout avec le représentant dans la rubrique start-up, Kamel Soui. Bonjour Kamel. Bonjour Amel, comment ça va? Très bien. Alors d'habitude on invite les start-upers, aujourd'hui on invite les organisateurs des start-up. Et avec nous, Alili Rayen, qui est étudiante en 3e année de master à HEC Alger. Vous organisez un événement très intéressant, il faut le dire. C'est un 2 en 1 et ça s'appelle Digit Az. Alors, vous allez nous expliquer d'abord ce que c'est cet événement et après on va rentrer dans le vif du sujet. D'accord, donc déjà bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci. Donc Digita, c'est un événement 100% digital organisé au niveau d'HEC Alger. Donc c'est un événement où on met les étudiants dans le bain de l'ère de la digitalisation et il est divisé en 3 parties. On a la première partie Digit Atelier où il y aura des workshops et des ateliers de différents sujets du domaine business et digital.
Et la deuxième partie, c'est Digit Conférence, où il y aura une succession de conférences du domaine et enfin un hackathon. Un hackathon, c'est ça ce qui nous intéresse. Alors, il faudrait peut-être expliquer aux téléspectateurs ce que c'est un hackathon. On n'est pas tous familiarisés avec ce genre d'anglicisme. Alors, un hackathon, c'est un événement où il y a un groupe de développeurs qui se réunissent pour faire justement des programmations informatiques. Exactement. Et dans chaque hackathon, il y a une thématique. Et cette année, vous avez 3 ou 4 thématiques. Quelles sont les thématiques de cette année? Donc, le thème de ce hackathon, c'est Smart Bladi. Et on a... C'est la ville intelligente, et on en a parlé sur Canal Algérie, justement, d'Alger, l'intelligence. Smart City. Smart City, oui. Et là, c'est un peu Bladi, donc c'est un peu toute l'Algérie qu'on essaie de digitaliser. Donc, et on est dans le domaine du fintech, retail. Fintech, c'est tout ce qui est financement et intelligence, justement. Oui, et on a aussi retail, donc tout ce qui est achat-vente sur Internet. Et on a l'intelligence artificielle. Alors, ce qui est important dans cet événement, de par les spécificités, de par le dos en un, justement, il y a Smart Digit, il y a Digitas, et il y a 100 participants qui viennent de plusieurs villes, c'est ça? Exactement, donc 15 wilayas et en tout 20 universités et écoles. Tous développeurs? Pas tous, au fait, parce que le principe, c'est d'être en équipe mixte, donc des développeurs en mobile, mais aussi des designers, des marketeurs, des porteurs de projets aussi. Alors, les événements sont très intéressants, Amel, on en parle souvent, mais ce serait bien de replonger un peu dans les préparatifs de l'événement. Comment une école, comment des étudiants organisent un événement pareil? Comment vous arrivez à inviter une centaine d'étudiants de 15 wilayas? Comment ça s'organise? Qui vous donne de l'argent? Qui vous finance? Qui vous soutient? Qui vous aide? Qui vous aide pas? D'accord. Donc, il faudrait savoir que d'abord, c'est grâce à une association qu'on peut organiser ce genre d'événement. Donc, c'est Soleil HEC qui existe depuis 2013 à HEC ex-INC. Et on organise plusieurs événements dans Digitas, qui est l'événement digital annuel. Donc déjà, il y a une idée qui se fait à la base, qui est proposée à toute l'association. Donc on en discute en interne, puis on programme son déroulement. Et pour le hackathon, en fait, on a eu une licence. Donc c'est Be My App Smart Digit. Donc c'est un hackathon international. C'est un hackathon international. Be My App, c'est une licence internationale. Vous contactez cette licence qui se trouve en Europe et vous échangez, ils vous donnent la licence pour que vous puissiez justement organiser cet événement en Algérie au niveau de votre école. Exactement. Alors, les programmateurs, ils vont justement préparer des espèces de squelettes pour les futures startups. C'est ça? Oui, donc on annonce, comme je viens de le faire maintenant, le thème et les domaines. Donc chaque porteur de projet est avec son équipe. Donc il faudrait qu'il fasse le business model de la start-up. Et le designer et le développeur, eux, se projettent dans le prototype de l'application, en fait. Et au bout de 48 heures, parce que le hackathon se fait en 48 heures, il faudrait déjà présenter tout ce qui est l'objectif et comment est financé et comment on gagne de l'argent dans ce projet. Mais ce qui est intéressant, contrairement à une Startup Weekend, c'est que les hackathons, on doit présenter le prototype premier de l'application. Alors ce qu'il faut dire, c'est que les 100 étudiants passeront la nuit sur place, ils vont travailler H24 pendant 48 heures. Et ce qui est intéressant aussi, Ahmed, c'est qu'on ne voulait pas, les organisateurs ne voulaient pas annoncer les thématiques parce que, il faut le dire, il y a aujourd'hui des spécialistes des hackathons, des spécialistes des concours, c'est des gens qui sont très bien, qui sont doués dans leur domaine, etc. Ils viennent avec des prototypes et raflent le premier prix, ils repartent. Et donc, la stratégie aujourd'hui fait qu'on n'annonce pas l'événement que 24 heures avant. C'est très serré. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un vivier de ces porteurs de projets. Ça vous fera de la matière, hein, n'est-ce pas? Et ça handicape parfois les vrais porteurs de projets qui viennent de loin, etc. Alors, est-ce que vous êtes confronté justement, je sais que c'est votre premier hackathon, mais est-ce que vous étiez déjà confronté à des spécialistes des concours
Oui, peut-être que c'est la première fois que j'organise un hackathon de ce genre à HEC, mais de mon expérience, j'ai déjà participé en tant que participante, porteuse de projet à des Startup Weekend et même à Be My App d'Algérie 2.0. Donc c'est vraiment, bon, je ne parle pas de Algérie 2.0, Be My App, c'était bien, mais dans les autres Startup Weekend, au fait, où le thème est annoncé une semaine à l'avance ou plus, il y a des porteurs de projets de concours d'années précédentes ou autres qui viennent avec une application préparée, améliorée grâce aux critiques et aux ça c'est pas tout à fait équitable après. Hein. Voilà. Ça donne pas pour les pour les participants. C'est ça. Qui participent pour la première fois par exemple. En 54 heures et dans les Startup Weekend en 54 heures. Donc même c'est pas suffisant pour avoir un projet concret directement bien fait. Donc face à eux, on n'a pas vraiment beaucoup de chance. Et il y a des conséquences, Amel, à tout ça. On ne donne plus de l'argent. Parfois, au début, on donnait des chèques pour encourager les participants, que ce soit pour une incubation, que ce soit pour le lancement d'un projet. Voilà, pour continuer à développer leur innovation. Aujourd'hui, on ne donne pas de chèques. Et les lauréats, ils gagneront quoi à ce propos, Ryan? Donc, vu qu'il n'y a plus de chèques d'argent pour les gagnants, donc on a quand même essayé au niveau de Soleil d'avoir un prix intéressant. Donc les 3 premières équipes gagnantes recevront un pack titanium d'hébergement pour leur application de 900 gigas valable pour une année. Waouh. Ça c'est pas mal. Donc c'est un bonus quand même. C'est en même temps une occasion de valoriser leur innovation. Exactement. On valorisait. Enfin, c'est toujours mieux de valoriser avec de l'argent parce que les porteurs de projets ont besoin d'une assise, d'un matelas. Vous en avez parlé d'ailleurs, les rubriques précédentes. C'est très important d'avoir un financeur. Absolument, c'est le nerf de la guerre. Mais aujourd'hui, on est confronté à une problématique d'une autre nature et on doit s'adapter par rapport à ça. C'est dommage, on dénonce dans Startup bien sûr les spécialistes du concours. Mais revenons au nerf de la guerre toujours. Alors l'école vous a aidé d'un point de vue logistique, mais est-ce qu'il y a des sponsors qui ont donné de l'argent, sans les citer s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des sponsors qui ont vraiment mis la main à la poche? Donc en fait, il faudrait savoir que le problème des associations dernièrement, c'est les sponsors. C'est vraiment très difficile d'avoir des sponsors pour couvrir tous les besoins de l'événement. C'est difficile de les contacter si on n'a pas des contacts personnels ou via d'autres tierces personnes à l'intérieur de l'entreprise. Et bon, pour notre cas, on a en tout 15 sponsors et partenaires, c'est pas tous des sponsors, donc on fait comme on peut. Oui, il faudrait que les sponsors aient aussi une contrepartie, soient visibles aussi, un peu plus visibles, ça soit un intérêt pour eux. Parce qu'il y a beaucoup tout le monde sollicite ses sponsors aujourd'hui, que ce soit les associations, bien sûr à but culturel, que ce soit aussi dans l'événementiel, tout le monde cherche à avoir des financements, bien sûr. Oui, tout à fait, mais en contrepartie, nous avons un dossier sponsoring, on a des packs sponsoring, donc on propose c'est-à-dire la visibilité dans tous nos supports de communication. C'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. Ça vous aide peut-être à convaincre d'autres sponsors. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'objectifs chiffrés, d'objectifs à moyen, à long terme par rapport à ce concours, par rapport à ce hackathon? Est-ce que vous vous dites par exemple, après ce concours, on voudrait qu'il y ait tant de startups qui prennent ces applications-là? Est-ce que vous êtes en contact par exemple avec la Wilaya d'Alger qui a lancé dernièrement un projet ambitieux? Amel en parlait justement par rapport à la Smart City. Est-ce qu'il y a un cadre justement pragmatique dans tout ça? C'était par rapport à l'association? Oui. Donc oui, le but principal de l'association, c'est de rapprocher les étudiants au monde professionnel, mais de leur aussi donner des opportunités. Donc s'il y avait moyen de faire une chose... Est-ce que par exemple les représentants de la Wilaya d'Alger sont invités à ce hackathon? C'est pas... C'est pas à l'ordre du jour, mais il faudra penser à les inviter parce qu'il y a un projet ambitieux à Alger justement, et c'est comme ça qu'on arrive à concrétiser des projets, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des sponsors, et c'est comme ça qu'on arrive à transmettre justement tout ce savoir-faire, parce que c'est bien de faire des concours, mais encore faut-il que ces applications soient validées, soient appliquées et soient adoptées par les startups. N'est-ce pas, Amel? Oui, tout à fait. Et en parlant de concours, justement, nous on va annoncer un autre concours. D'ailleurs, on va appeler notre invité à nous rejoindre tout de suite.
Il s'agit de Nafar Mezari. Allez-y, venez, prenez place. On va donc parler tout de suite d'une très belle initiative qui a déjà pris effet depuis quelques temps. Monsieur Mezari, bonjour. Bonjour Amel, bonjour à tous. Bienvenue parmi nous. Ravi d'être parmi vous encore une fois. On reste dans le même contexte, celui de l'innovation, celui de la créativité et surtout celui de pouvoir transmettre cette passion et ce virus des TIC. Tout à fait Amel. Donc en fait c'est, on va dire, une innovation traditionnelle. Donc en fait j'ai l'habitude de venir ici pour promouvoir certains services d'Algérie Post, mais aujourd'hui on va mettre les enfants à l'honneur. Je vous présente aussi, vous êtes directeur central de la communication d'Algérie Post, voilà. Exactement. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes là en fait pour promouvoir un concours, ce qu'on appelle le concours épistolaire national, qu'organise le ministère de la Poste, des Télécommunications, de la Technologie et du Numérique. Et donc c'est un concours qui est destiné aux enfants de moins de 15 ans et il vise en fait à promouvoir l'art d'écrire des lettres et l'expression écrite. Oui. Voilà, donc avec l'Union postale universelle, c'est-à-dire qu'ils vont passer le concours ici sur le territoire national et ce concours va être un concours international. Donc les lauréats vont partir aussi. C'est une épreuve primaire en fait qui prépare la participation d'Algérie à la 48e édition du concours en fait en version internationale qui est organisé par l'Union postale universelle et cette année, en fait, le thème, c'est d'écrire une lettre sur son héros. C'est super. Et ça va être, en fait, une occasion pour tout élève ou pour tout enfant qui a moins de 15 ans, en fait, qui veut justement exprimer et mettre à l'œuvre son art d'écrire et qui va écrire sur son héros. Ça pourrait être le père, ça pourrait être le grand frère ou quelqu'un, ou un sportif. Il n'y aura plus de limite d'âge pour ce qui est de la créativité. C'est magnifique, ça. Moi, n'est-ce pas, Kamel? Vous aviez un invité qui était tout jeune il y a 3 semaines de cela. Exactement. Et là, je pense que l'âge ne fait que baisser. L'innovation n'a pas d'âge. Et moi, ce que je trouve magnifique dans ce concours, c'est qu'on revient à la base de ce qui fait le rapport humain entre hommes. Oui. Et c'est l'écriture. On oublie un peu, on sait qu'on peut envoyer aujourd'hui un mail en un clic, mais le plaisir de retrouver un livre, de retrouver une feuille et un stylo, ça a toujours fasciné les gens. C'est une belle initiative initiée par le ministère des Postes et Télécommunications, mais pas que, le ministère de l'Éducation aussi. Nous serons accompagnés avec justement le ministère de l'Éducation nationale qui en fait vise à promouvoir l'événement au sein de tous les établissements scolaires et va aussi nous aider dans la récolte de toutes les propositions épistolaires des enfants ainsi que la participation aux commissions de sélection. D'accord. Le concours a été lancé ce 27 janvier, c'est cela? Tout et à va fait. s'étaler jusqu'au 20 février 2019. Très bien. À partir de là, il va y avoir des sélections justement des meilleures compositions épistolaires pour une finale, Inch'Allah, d'ici le 16 avril pour les 10 premiers au niveau national. Voilà. Est-ce on peut écrire des lettres en arabe, en français, en tamazight? Alors les compositions seront dans les deux langues officielles, à savoir l'arabe et l'amazigh. Après, bien sûr, nous serons là, ça sera à Algérie Post justement de traduire dans les langues, je veux dire internationales, pour qu'ils puissent participer au niveau international. Ce concours justement vise, comme vous l'avez souligné, à faire revivre en fait l'art de la correspondance. On a maintenant l'habitude justement avec tout ce qui est le digital et le numérique de passer beaucoup plus par les SMS ou par des applications ou les réseaux sociaux. Mais en fait, pourquoi on vise justement cette catégorie d'enfants? C'est en fait d'essayer de faire renaître cet art d'écrire, cette passion justement de prendre un stylo et un papier et d'écrire à quelqu'un ou sur quelqu'un et l'envoyer. Il faut aussi rappeler que justement le rôle d'Algérie Post dans tout ça, c'est d'acheminer tout le courrier sur tout le territoire national et c'est aussi une façon justement de mettre en évidence les activités du facteur, en fait, tout ce qui est traditionnel, et c'est des choses qui se perdent en fait lors de cette... Et on adorait pourtant recevoir des lettres. Absolument, ce que j'allais dire. Et le héros peut être le postier aussi, le facteur. Moi, je me rappelle quand j'étais très... Aujourd'hui, il passe plus comme avant, il faut le dire, parce qu'on a changé, enfin, il y a plus de numérisation, etc. Mais, le plaisir de recevoir cette lettre avec ce timbre-poste qui est beau, qui est original, avec lequel on va collectionner. On attendait le postier jadis, on le guettait.
Maintenant, je trouve assez dommage en fait quand, par exemple, il y a des personnes qui partent à l'étranger pour des vacances et tout, et on voit une carte postale pour dire qu'on est dans tel et tel pays, alors qu'en fait, ils peuvent faire ça quotidiennement. Donc, moi, ça serait une surprise pour moi de recevoir une lettre de quelqu'un qui va juste m'écrire ce qu'il pense de moi, ou peut-être à une certaine occasion. Et c'est en fait quelque chose qui, avec l'avancée en fait de toutes les technologies justement d'acheminement de courrier et tout, donc on n'accuse plus de retard, et en fait les facteurs existent toujours. C'est juste que voilà, la plupart des gens sont tellement occupés qu'ils ne voient pas les facteurs passer. C'est formidable. On a pu annoncer donc ce concours. Le concours est lancé, donc avis à tous les participants et tous les enfants de moins de 15 ans, c'est cela, de pouvoir s'inscrire et participer. On écrit à qui? Je pas la peine de s'inscrire, juste faire sa composition. Très bien. Et il a juste à la poster soit à n'importe quel bureau de poste, ou bien au niveau de son établissement scolaire, ou bien on a juste innové cette année puisque c'est l'ère du digital, c'est l'adresse mail, donc ils peuvent justement scanner leur lettre et l'envoyer à risala2019@mpttn.gov.dz. Parfait, merci beaucoup. Et bien sûr, le concours est encore ouvert jusqu'au 20 février. 20 février, voilà, de cette année. Kamel Swig, merci beaucoup. Merci Un dernier mot? Peut-être, je voulais juste vous demander si on veut, s'il y a des étudiants qui veulent vous solliciter pour des sponsors, est-ce qu'ils peuvent vous écrire à la même adresse mail? Ah ben voilà. J'étais à l'écoute et voilà, donc moi déjà je vous invite à vous rapprocher déjà de l'Agence nationale pour la promotion des technologies, donc la NPT, voilà. Au niveau de Sidi Abdallah. Je pense qu'il y a beaucoup justement de sponsors en fait qui traînent là-bas, des potentiels, donc ils sont à la recherche justement de jeunes talents, de potentiels, mais ils peuvent toujours vous écrire, voilà. Tout à fait, moi on va s'échanger les très bien. Voilà. C'est ça, Bonjour d'Algérie. Heureusement qu'on est là et pour mettre en contact, bien sûr, nos autres invités. Merci beaucoup à vous tous. Je rappelle, Monsieur Nafar Mezari, vous êtes directeur central de la communication à Algérie Post. Merci beaucoup d'être venu. Merci, c'est toujours un plaisir. À très bientôt et bon courage. On se reverra sûrement, bien entendu. Merci aussi à Kamel Swig. Merci à vous, Amel. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Et puis merci à votre invité. Je rappelle Ryan Halili. Voilà, merci beaucoup et puis bonne chance pour votre événement. Merci. On y reviendra avec les lauréats. Oui, ouais. Inch'Allah. Voilà, merci. On est arrivé déjà à la fin de l'émission. Ça court toujours. Hein. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente journée sur, bien sûr, Canal Algérie. Merci à vous tous de nous suivre régulièrement. Et puis on vous dit à demain, bien sûr, 9h, 8h, 9h30. Bonne journée et merci à toute l'équipe. Au revoir.